Justement, Edoui, on voit bien, on sent bien l'énergie retrouvée. Vous évoquez cette multitude de petits fantômes, pour reprendre l'expression, 170 000 notices. Vous en tirez dans le livre Voyage en terre d'espoir une centaine. Comment Oui, vous avez fait, pardon du terme, le tri si justement. En fait, voilà. Parce qu'à vos yeux, je suppose que ces 17 000 notices avaient la même. Oui, 170 000 notices. 170 000. Oui. Non, en fait, le livre est une commande au bon sens du terme, et de ma part, un souci de faire une bonne action. Je n'avais pas pensé faire un livre sur le métron, d'hommage au métron. J'ai écrit déjà dans un livre un peu personnel combien le métron, pour moi, était important et combien c'était pas simplement un outil académique, ce dictionnaire, qu'il faut laisser sur des étagères pleines de poussière, et qu'il faut, pour moi, que tous les militants de l'émancipation, tous les combattants de l'égalité s'en emparent. C'est la maison d'édition, les éditions de l'Atelier, les historiens qui s'occupent du métron, qui sont venus me voir et qui m'ont dit « on aimerait montrer ça, justement ». On aimerait, à l'occasion de la fin du cycle 1789-1968, faire un livre un peu plus grand public, qui ne soit pas le dictionnaire, et si vous pouviez faire une petite préface. Et puis on ferait, disait-il, nous, une sélection de notices. Puis ils ont été malins, ils sont revenus, ils ont dit, mais finalement, ce serait peut-être mieux que vous fassiez vous-même un peu votre choix amoureux, votre parcours amoureux dans le métron, etc. Et je me suis pris au jeu. Donc j'ai fait ce livre qui est en deux. Il y a deux parties dans ce livre. Il y a un livre qui raconte ce que je vous ai résumé tout à l'heure, qui est un peu quelle histoire raconte, quelle histoire pratique le métron, quelle est l'histoire du métron lui-même, de ceux qui l'ont fait, des historiens, etc. Y compris montrer toutes les découvertes que l'on fait dans le métron. Je termine cette partie par les chansons, les chanteurs, ils sont présents. Nous tous, on est accompagnés, on a un souvenir de Jean Ferrat, de Colette Magny, de Juliette Gréco, de plein d'autres. Eh bien, je raconte pourquoi ils sont dans le métron. Ils sont présents dans le métron, tous ces gens-là. Et ils sont présents pourquoi ? Parce que les luttes, elles sont aussi dans les solidarités, l'invention de chansons. On aime chanter ensemble, on aime se redonner courage par la chanson. Et je fais un petit détour, mais je vous laisse découvrir la surprise par une chanson qui est de l'auteur de l'International, Eugène Potier, « Quel est le fou ?» Quel est le fou que j'ai découvert grâce au métron ? Quel est le fou ? Le monde ou moi ? Et c'est une chanson pour aujourd'hui. On sait bien que ce monde est un monde de fous. Le monde de la finance, le monde de l'oppression, le monde de la guerre, le monde de l'injustice. Donc c'est nos idéaux, nos utopies qui sont raisonnables face à ce monde qui est très fou. Bon, alors donc j'ai fait cette première partie, et puis après, ils m'ont dit, faites-nous un parcours. Il y a 1000 parcours, et moi-même, je peux faire d'autres parcours. Donc je me suis dit, si tu ne vas pas y arriver si tu essayes de faire un parcours rationnel. Parce que tu ne vas pas savoir choisir, en effet. Il y en a plein qui m'intéressent. Donc il faut que tu te donnes des contraintes. C'est la seule façon d'y arriver. Je n'avais pas beaucoup de temps, j'ai fait ça cet été. Donc il fallait que je me dise, voilà comment tu vas faire. Donc du coup, qu'est-ce que je me suis dit ? Je me suis dit, il faut prendre un point de départ. Il faut montrer que c'est une histoire. Elle n'est pas virtuelle, elle est dans le réel, donc c'est des lieux géographiques aussi. Donc je me suis dit, tu vas partir de Mediapart, puisque c'est à Mediapart. Et là où je gare mon Vélib tous les matins, c'est là où ce monsieur qui est sur la couverture, le député Alphonse Bodin, va être tué le 3 décembre 1851. Exactement là, c'est là qu'était la barricade. Donc je parle avec lui, l'homme qui dit non au bonapartisme, au césarisme, au pouvoir personnel. C'est d'actualité pour un livre qui paraît avant 2017. Et puis de lui, du coup, je vais à quelqu'un d'autre qui a utilisé le souvenir de Bodin comme la mémoire des idéaux républicains, démocratiques et sociaux à la fin du Second Empire. Et lui-même est mort sur une barricade, la dernière de la Commune de Paris, Charles Delescluze. Ça me concerne en plus, Delescluze était un homme de presse. Il avait fait un journal qui s'appelle Le Réveil. Voilà. Et de Delescluze, je me dis, mais on est dans la résistance au coup d'État de 1851. Et je rappelle combien c'est pas simplement les Victor Hugo, les républicains qui étaient à Paris. Lui était à la gauche de l'Assemblée de la Deuxième République. Il était médecin et il allait dans les quartiers populaires. C'est une belle figure. Il est au Panthéon maintenant, Bodin.
Donc on est dans ces méconnus, moins connus. Voilà. Et du coup, je rappelle que quand la nouvelle s'est diffusée, c'était pas les réseaux sociaux, ça n'a pas été instantané, ça a mis 1 jour, 2 jours, 3 jours dans le pays. Il y a eu dans la France entière des soulèvements. Et notamment, il y a un endroit en France où on parle des résistants. Alors les résistants, on pense à la Seconde Guerre mondiale, la résistance. Eh bien, les résistants de Clamecy dans la Nièvre, ils ont leur monument, ils ont même leur festival annuel. On dit les résistants de Clamecy, eh bien non, c'est ceux qui ont dit non au coup d'État de 1851. Ils étaient déjà appelés résistants. Donc cette idée que la résistance, résister, c'est d'abord dire non. Ils ont été réprimés, certains ont été guillotinés, emprisonnés, déportés en Algérie, dans les colonies, etc., en Guyane, etc. Et donc, je pars dans la Nièvre, et là, patatras, ah, mais Métron, il est d'où, Jean Métron? Ah ben, il est de la Nièvre. Ah, et son père aussi était dans la Nièvre. Et son grand-père était dans la Nièvre. Puis du coup, de la Nièvre, je dis, mais pourquoi la Nièvre, il y a cette insistance? Au-delà, on le sait, sous l'époque défunte des combats de l'Union de la gauche, François Mitterrand, Pierre Bérégovoy, des élus, voire un député socialiste frondeur aujourd'hui, Christian Paul, sont de la Nièvre. Pourquoi il y a cette insistance de la gauche dans la Nièvre? De la gauche républicaine, etc. Et là, on vient à l'histoire longue du Métron, les flotteurs de bois. Quand Paris avait besoin de bois pour chauffer les maisons, pour faire le pain même, enfin, dans le 18e, etc. Et qu'est-ce qui se passait? Il y avait les forêts, là, du Morvan, de l'Yonne, de la Nièvre, et il y avait les bûcherons. Et puis il y avait ensuite, avec des prolétaires et des travailleurs pauvres, avec même y compris les femmes, les enfants qui assemblaient ces radeaux de bois immenses. Il n'y avait pas les barrages sur la Seine à l'époque, le cours n'était pas régulé, et ils faisaient descendre d'immenses radeaux de bois jusqu'à Paris, pour chauffer Paris. Et là, ils entendaient le bruit de la ville, les discussions, la Révolution française, les idéaux et tout, et ils remontaient à pied. Et ils remontaient, vous savez, à Paris, on discute de ça. Et là, du coup, ça donne une idée qui est au cœur pour moi de tous ces itinéraires de vie, qui est que le combat de l'égalité, c'est le choix du déplacement. Je fais mouvement. Je ne suis pas prisonnier, comme le voudraient les conservateurs, comme le voudraient les tenants de l'inégalité naturelle, où ils voudraient qu'on soit assigné à résidence, là où on est né, la condition sociale, on est figé dans une identité unique. Non, on bouge. On bouge, on découvre des idéaux nouveaux, on se met à apprendre, on est dans une université populaire, on bouge, on découvre de nouveau. Et tout militant connaît ça. Le militantisme comme épanouissement, c'est aussi l'ouverture, la découverte de nouveaux horizons. Et donc, à partir de là, et après, je ne vais pas raconter tout mon choix, ensuite je fais à saut et à gambade, de cette manière-là, avec quelques petites insistances personnelles. Ceux qui connaissent mon chemin savent que je me définis comme un breton d'outre-mer, ayant grandi, étant né breton, avec une famille très bretonne, mais ayant grandi en Martinique, et ayant par ma famille rencontré les combats anticoloniaux, et ensuite ayant vécu dans l'Algérie d'après l'indépendance. Donc il y a un petit détour là qui est un peu plus personnel, et où je raconte aussi comment dans mon histoire familiale, il y avait les petits fantômes étaient là. Je raconte comment mon père, quand il prend la défense de la cause du peuple martiniquais après une répression anticoloniale, il parle des 3 glorieuses du peuple martiniquais. Et c'est une phrase qui fait que mon père, qui est inconnu en France, est un héros pour les Martiniquais. Il a même eu tout récemment une école primaire, a reçu son nom. Et alors pourquoi il dit ça? C'est parce que quand il était jeune à Rennes, dans le parc de Rennes, le parc du Tabor, il voyait la statue de Vanneau. Vanneau, c'est ce polytechnicien qui, à 19 ans, meurt pour les 3 glorieuses de 1830. Et donc, du coup, tout ça fait écho.